Rendez-vous santé de l'HFR, le podcast de l'hôpital fribourgeois. Les règles rythment la vie des femmes dès le début de leur adolescence jusqu'à un âge mûr. Leur absence soudaine, signe de grossesse, les réjouit ou au contraire les inquiète. Les règles font parfois beaucoup souffrir et ce n'est pas normal. Plus tard, leur arrêt définitif marque la fin de la vie fertile. Un passage difficile pour certaines, plus léger pour d'autres, heureuses d'être enfin libérées des contraintes de la contraception. Cet écoulement de sang qui dure plusieurs jours par mois survient pour la première fois vers l'âge de 12 ans et demi en moyenne, plus précocement qu'il y a 40 ans. Dorothea Wunder, médecin adjointe en gynécologie et obstétrique à l'HFR. Il y a probablement beaucoup de facteurs qui ont une influence. On parle aussi des perturbateurs endocriniens. On parle aussi des hormones, même dans les os et tout. Après, c'est clair aussi qu'il y a l'alimentation qui a beaucoup changé. Il y a aussi un petit peu plus d'obésité. L'obésité aussi, ça peut avancer les règles. Et après, il y a justement des facteurs encore familiales. C'est pas très très clair, mais c'est juste une constatation que ça apparaît plus souvent chez une ethnie que d'une autre. Ou bien si la mère, elle a eu les règles beaucoup plus tôt, la fille probablement, elle l'a aussi un petit peu plus tôt. Mais quel que soit l'âge des premières règles, ces dernières sont toujours précédées de signes avant-coureurs, environ 2 ans avant leur apparition. Peut-être le premier signe typique, après ça peut toujours, l'ordre peut changer, c'est pas toujours chez toute jeune fille, c'est la même chose. Mais en général, c'est d'abord le mamelon qui va grandir et le sein aussi après, il va grandir gentiment. Après, il y a aussi les odeurs avec les transpirations, ça c'est aussi un des signes que les hormones gentiment vont commencer à travailler. Après, il y a bien sûr la poussée de croissance aussi qui va s'y mettre. Et après, bien sûr, il y a aussi, souvent en parallèle, il y a aussi des poils au niveau, par exemple, pubis, au niveau des aisselles. Et ce sont les hormones qui donnent le top départ de ce grand bouleversement. Au premier jour des règles, le cerveau commence à sécréter de la FSH. Pendant 14 jours, cette hormone favorise la sécrétion d'œstrogènes par les ovaires et la maturation du futur ovule. Quelques jours avant l'ovulation, le cerveau commence à sécréter une autre hormone, la LH, dont les taux sont élevés au 14e jour du cycle. L'ovulation a lieu. L'ovaire commence alors à sécréter de la progestérone qui épaissit la paroi interne de l'utérus et la prépare à recevoir l'œuf. Sous l'effet de la progestérone, le cerveau cesse progressivement de sécréter la FSH et la LH. Les ovaires diminuent leur production d'œstrogène, puis de progestérone jusqu'au prochain cycle. La diminution des taux sanguins de l'ensemble de ces hormones est responsable du déclenchement des règles. La partie la plus superficielle de l'endomètre se détache de la paroi de l'utérus et s'élimine avec le sang. C'est un processus, si on veut, inflammatoire aussi. Et c'est comme un nettoyage, si on veut. C'est un nettoyage de la cavité utérine. Et les règles, ça ne devrait pas durer plus que 8 jours. Et ce qui est important aussi, ça devrait pas former vraiment des gros caillots ou ça devrait pas saigner comme un robinet, ça serait beaucoup trop. Les règles nécessitent bien sûr d'avoir des protections pour ne pas souiller ses vêtements, et il en existe de différentes sortes et pour différents publics. Au début, c'est proposé plutôt des serviettes hygiéniques parce que ça serait trop douloureux si tout d'un coup il faudrait mettre un tampon. Il y a cette toute fine peau qui s'appelle hymen qui en partie ferme, pas tout à fait, mais quand même partiellement le vagin, et ça serait pas du tout adapté de mettre des tampons à cet âge-là. Plus tard, ça serait la possibilité aussi de mettre des tampons, ou bien il y a aussi des capes, ça aussi depuis plusieurs années. Et après, il y a aussi encore autre chose comme des culottes menstruelles pour pas tout le monde, mais des femmes qui veulent gérer comme ça. Attention, il faut bien se laver les mains avant de manipuler et insérer un tampon pour éviter de transmettre des germes, bien sûr. Il est recommandé d'en utiliser des bio pour limiter la présence de toxines. Et changez aussi régulièrement vos protections internes ou externes, environ toutes les 4 à 6 heures, en fonction aussi de l'importance du flux sanguin pour éviter des infections. L'une des plus graves, le syndrome de choc toxique, touche en particulier les très jeunes femmes et peut avoir des conséquences graves, voire fatales.
Sur le plan physiologique, on l'a dit, l'apparition des règles est un changement majeur pour les filles. Et sur le plan psychique, c'est aussi un grand bouleversement. Marie Gelsomini-Béguin, psychologue au service de gynécologie obstétrique de l'HFR. Dans la tête d'une jeune fille, déjà, voilà, ça a commencé bien avant les règles. Il y a tous ces petits signes comme voilà, le bourgeonnement des seins et les poils, etc. Et puis, de ce contexte, c'est un changement de corps, le fait de se retrouver un peu étrangère à soi-même. Et dans ce contexte-là, eh bien, c'est vécu de manière très différente selon la jeune fille. Si elle est en attente depuis plusieurs années d'avoir ses règles ou si elle est surprise par des règles assez précoces. Donc, le sens que ça va avoir, ça va dépendre aussi dans quel contexte elle est. C'est un peu malaisant, comme disent les jeunes. Au tout début, ça peut être effectivement un sentiment d'étrangeté. Les cycles qui durent en moyenne 28 jours mettent un certain temps à devenir réguliers et sont parfois sujets à perturbations. C'est un petit peu comme justement un orchestre de différents instruments. Et il y a justement le cerveau, la centrale hormonale dans le cerveau. Ensuite, il y a l'ovaire, il y a plusieurs différentes cellules dans les ovaires qui sécrètent différentes hormones. Et après, il y a encore tous les autres hormones qui jouent aussi un rôle. Et ça demande un petit peu d'exercice, entre guillemets. C'est comme dans l'orchestre aussi, ça demande un petit peu d'exercice. Et souvent, c'est en tout cas 1 année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que ça se régularise. Il y a certains facteurs ou aussi parfois familiales, qu'il y a des cycles irréguliers. Parfois, il y a aussi, par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques, ça s'appelle comme ça. C'est aussi quelque chose qui fait qu'il y a souvent des cycles très espacés, parfois des longues périodes, plusieurs mois, pas du tout de règles. Et ça va rester comme ça en relativement longtemps. Parfois, ça peut aussi s'améliorer au courant de la vie de la femme. C'est jamais toujours jusqu'à la fin de la vie, de la vie fertile. Ou tout d'un coup, ça peut aussi devenir irrégulier parce qu'il y a tout d'un coup une glande qui sécrète trop d'hormones ou pas assez d'hormones. La psychologie, le stress psychologique par exemple, ou aussi le stress physique, parfois, ça peut complètement arrêter les règles, la durée que ça dure. Aussi, bien sûr, l'alimentation. Si il y a des anorexies ou aussi parfois des boulimies ou le contraire aussi, l'obésité, ça influence beaucoup la sécrétion des hormones. Et parfois, ça peut couper complètement les règles aussi. Autre cas d'absence de règles, une grossesse bien sûr, qui survient s'il y a une fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Des saignements semblables aux règles ne sont pas exclus, surtout en début de gestation ou lors d'un déni de grossesse. Le psychisme, le fait d'être en état de stress ou en état justement de ne pas être dans la capacité de pouvoir se connecter à son corps et puis un peu l'écouter, fait qu'il va y avoir des manifestations qui vont être tout simplement ignorées, pas considérées. Une fois la grossesse terminée et le bébé mis au monde, les cycles reprennent leur cours environ 6 semaines après l'accouchement, sauf en cas d'allaitement. Il y a une hormone qui s'appelle prolactine. Elle est sécrétée quand il y a l'allaitement, presque toujours. Il n'y a plus de règles parce que c'est très bien fait de la nature. Parce que la dame, elle allaite, il y a un petit bébé qui doit être nourri. Et il prend toute la force de la dame, de la mère. Et il ne faut pas avoir à nouveau une nouvelle grossesse. C'est pour ça freine les ovulations. Alors, il n'y a pas de règles en général. Mais ce n'est pas une contraception sûre. Il faudrait plutôt utiliser encore une autre contraception. Mais c'est juste pour dire que c'est normal de ne pas avoir les règles pendant ce temps-là. C'est pas pathologique de ne pas avoir les règles pendant l'allaitement. Après, peut-être elle allaite un petit peu encore, mais pas plus beaucoup. Et à ce moment-là, il y a, malgré encore la production de la prolactine qui est un petit peu plus élevée encore, il peut à nouveau avoir un cycle qui se remet en place. Avoir ces règles n'est pas la période la plus agréable du mois. Mais elles ne doivent pas générer des douleurs insupportables. Si c'est le cas, c'est peut-être le symptôme d'une pathologie, en particulier l'endométriose, une maladie inflammatoire qui touche une femme sur 10. C'est une maladie où il y a la muqueuse en dehors de la cavité utérine.
Et ça peut être par exemple dans le muscle de l'utérus, ça peut être par exemple dans les trompes ou dans aussi les ovaires, ça peut faire des immenses kystes parfois, ça peut être aussi des petits foyers dans la cavité abdominale, mais qui peuvent faire quand même très très mal, parce qu'à chaque fois, il y a les règles, comme c'est la muqueuse, et ça fait les mêmes changement comme la muqueuse à l'intérieur de l'utérus. Et ça veut dire aussi que ça va saigner à chaque fois, comme le cycle. Et ça peut créer des adhérences, ça fait mal, il y a des fibres nerveuses. Et après, il peut avoir aussi des nodules. Il peut avoir des nodules même dans la vessie, vers les intestins. Et ça peut être même plus loin aussi, même jusque dans les poumons et encore à d'autres endroits. Et ça peut être très, très douloureux. Les traitements sont efficaces. C'est vrai que aussi le traitement médicamenteux que aussi le traitement opératoire, c'est pas définitif, malheureusement. Ça peut revenir, il peut avoir des récidives, mais il faudrait à chaque cas, à nouveau individuellement, voir le meilleur traitement. Peut-être d'abord un traitement plutôt médicamenteux, et si possible éviter avant avoir les enfants les opérations. Mais parfois, il faut quand même faire des opérations, ça fait trop mal, où il y a des nodules, il y a parfois des douleurs au rapport sexuel ou comme ça. Ça doit être très individualisé et optimisé pour chaque femme. Mais ça peut revenir. Après, il faut dire aussi qu'il y a d'autres traitements plutôt complémentaires ou alternatifs. C'est par exemple des traitements d'ostéopathie ou bien de physiothérapie ou bien l'alimentation aussi peut jouer un rôle. Parfois aussi des traitements comme peut-être la médecine chinoise ou d'autres traitements. En cas de forte douleur pendant ses règles, il faut impérativement en parler à son gynécologue. Sur le plan psychique, les cycles ont aussi un impact. On parle notamment du syndrome prémenstruel qui peut provoquer entre autres des douleurs au dos, au sein ou au ventre, mais également des changements d'humeur, de l'irritabilité, voire même des coups de déprime liés, une fois de plus, à l'influence des hormones. Entre sa puberté et sa ménopause, une femme aura en moyenne 450 cycles avant que ne survienne la ménopause, à savoir l'arrêt de la production des hormones responsables des règles. C'est en moyenne vers 50 ans que le phénomène se produit, mais très rarement d'un coup. Il y a des signes quand même précurseurs qui sont là. Par exemple, le cycle qui devient un petit peu irrégulier, qui se raccourcit d'abord, peut-être à toutes les 20 jours ou 3 semaines comme ça. Et après, il s'espace. Peut-être 3 mois, il n'y a pas de règles du tout. Et les taux d'hormones sont à ce moment-là très bas. Et là, parfois, il peut même avoir déjà un petit peu des bouffées de chaleur, qui est un signe typique de ce manque d'œstrogène, de ce manque d'hormones féminines. Et ça peut arriver déjà avant la ménopause, ça s'appelle périménopause. C'est un petit peu autour de la ménopause, peut-être 1 année avant, 2 ans parfois, c'est très individuel. Et parfois, ça arrive seulement vraiment carrément après la ménopause et c'est très variable là aussi d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui souffrent beaucoup de ces symptômes typiques et il y a d'autres femmes presque pas du tout. Et très vite, ça se normalise, le corps s'habitue et il n'y a quasiment plus de symptômes. Alors, quand ça s'arrête définitivement, il n'y a plus de règles parce qu'il n'y a plus de follicules. Les follicules se sont arrêtés, les ovules aussi avec ça. Il n'y a plus d'hormones œstrogènes ni progestérone. Et avec ça, il y a la centrale thermique dans le cerveau qui va être un petit peu perturbée et qui fait typiquement ces bouffées de chaleur. Et les sueurs aussi. Parfois, il peut y avoir des palpitations. Parfois, il peut y avoir aussi au niveau urogénitale, un petit peu de sécheresse vaginale, parce qu'il n'y a plus les hormones qui sont bien pour la muqueuse, qui sont bien aussi pour la peau, pour plein d'autres fonctions. Ça peut être aussi des douleurs articulaires, ça c'est pas très connu, mais ça c'est aussi un des symptômes, ou parfois même aussi musculaires. Et après les symptômes à long terme, ça c'est l'ostéoporose typiquement. Et après il y a aussi, parce que l'œstrogène a une action très très bénéfique pour les vaisseaux, pour les artères. Avant la ménopause, les femmes sont en général épargnées des infarctus, de tous ces problèmes cardiovasculaires, mais après la ménopause, plus. Et puis, cette disparition des hormones féminines et donc des règles n'a pas que des conséquences sur le physique des femmes. Elle peut aussi les impacter mentalement de manière très profonde, voire représenter un véritable traumatisme pour certaines. Marie Gelsomini-Béguin.
Ça va dépendre effectivement de tout ce qu'on a vécu auparavant. Si il y a un désir d'enfant et que l'annonce diagnostique vient vraiment comme un coup de massue, c'est clair, la signification donnée à cette baisse de la fertilité va être vraiment très, très, très difficile. Et là, bien sûr, c'est les professionnels qui vont venir en aide pour amener des solutions. Il y a aussi des personnes qui ont vécu une vie ordinaire avec des enfants, etc., pour qui l'arrivée de la ménopause est compliquée. Il y a aussi tous les symptômes qui vont avec. Et puis aussi ce qu'on en dit, si on commence à dire, voilà, tu verras, ça va être horrible, tu vas avoir des bouffées de chaleur, etc., etc., ça va pas aider la femme à finalement accueillir cette période de manière sereine. Et puis ça peut aussi arriver qu'on déprime vis-à-vis de ces changements. Et ces changements dans le corps, ça vient impacter aussi l'image de soi. Mais il y a des solutions pour que cette période de la ménopause se passe le mieux possible, comme des substituts hormonaux ou des traitements homéopathiques qui permettent de réduire les effets secondaires de cette période charnière pour les femmes. Quel que soit le problème lié aux règles, qu'il s'agisse de douleurs importantes, de flux trop importants, d'absence de menstruation, de ménopause ou de tout autre sujet d'inquiétude, n'hésitez surtout pas à consulter un médecin. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.